Bienvenue en salle Belém pour les premiers talks de cet après-midi. J'espère que vous avez tous bien mangé. Ça s'est bien passé avec le buffet? Vous avez pris des forces? Bon, si vous aimez bien les enquêtes policières, vous êtes dans la bonne salle. Mais surtout, Sylvain va nous parler de comment récupérer toutes les bonnes pratiques des enquêtes policières et de les adapter dans nos projets IT. Voilà. Merci de réserver un super accueil à Sylvain. Elle était là, ma première véritable affaire. Elle ressemblait tellement aux précédentes, à celles sur lesquelles j'avais échoué. Mais à peine débarqué, que je retombais sur mes vieux travers, incapable du discernement indispensable pour espérer sauver cette équipe ou cette appli. Et pourtant, je voulais que ça change. L'heure de la remise en question avait sonné. Il était temps de mener une véritable enquête à la hauteur du limier que je voulais vraiment devenir. Laissez-moi vous raconter ça. Une vraie sale affaire, je vous le dis. Comment se seraient débrouillées mes inspirations? Elles sont dures à connaître, mais des fois, Tex Murphy, Eddie Valiant et autres, Dick Tracy. Comment ils se seraient débrouillés? Je pense que c'était certainement la bonne question à se poser. Il devait bien y avoir moyen de trouver ce qui nous faisait aussi mal dans cette appli. En arrivant, j'avais fait un peu comme d'hab. J'ai ouvert le code, j'ai regardé ce que je voyais, j'ai vu des trucs, j'ai échangé avec l'équipe. J'ai bien relevé quelques trucs qui me titillaient en me basant sur beaucoup de feeling, un peu d'XP et quelques smells assez connus. Mais j'avais déjà fait ça plein de fois et je ne peux pas dire que je pouvais vraiment prétendre avoir révolutionné la qualité du code ou même juste le bien-être de l'équipe. Je voulais donc changer de méthode, amasser de la donnée de manière plus objective que quelques smells, et essayer d'enquêter pour traquer tous nos pain points, comme on traque des criminels. Et comme on dit, les criminels laissent toujours des indices concernant leurs méfaits. Mais dans mon code, elle est où la scène de crime? Ils sont où les indices potentiels? Tout ce que je vais vous présenter là, c'est issu d'un bouquin qui a été écrit par Adam Thornhill, qui s'appelle Your Code as a Crime Scene. J'ai fait qu'en choisir certains morceaux que j'ai jugés plus pertinents sur une mission. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai fait. C'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce que lui dit qu'il faut faire, c'est ce que moi j'ai récupéré et c'est ce que j'ai fait. En général, une appli, elle va pas mal du jour au lendemain. On est vendredi, on a réussi à mettre en prod le vendredi, tout s'est bien passé, puis poum, lundi, on sait plus rien faire. C'est pas comme ça que ça marche. Une codebase, ça prend du temps à se dégrader. Et moi, c'est cette dégradation dans le temps que je vais essayer de décortiquer. Et comment on peut traquer le code dans le temps? On a un contrôle de code source. Et en ce sens, Git, c'est non seulement une grosse balance, mais en fait, c'est même la balance ultime. Donc, on va lancer un git blame et on va trouver les devs coupables qui ont poussé à Scott Mosey. Fin du talk, à la prochaine, merci. C'est pas vrai. Je dis qu'on va traquer des pain points. Le but, c'est pas de blâmer des gens, sinon, effectivement, on lance un git blame et c'est fini. Le but, c'est de trouver ce qui fait souffrir dans le code. Ce qu'on cherche à démanteler,
C'est le système général qui a mené à ce legacy qui est devenu difficilement contrôlable. Donc mieux qu'un git blame, on va faire un git log. On verra pourquoi il y a cette longue ligne de commandes que je vous montre. Donc le but, c'est vraiment de regarder tout l'historique du code. Enfin, je dis tout l'historique. C'est pas si simple, parce que là, quand je suis arrivé sur ce projet-là, la code base avait à peu près 5 ans. Et je me suis dit, je ne vais pas remonter 5 années de code, ça va être impossible, j'aurai trop de données à traiter. Donc, il faut que je réduise un petit peu la voilure. Et à ce moment-là, il a fallu faire un choix, donc je suis allé discuter un petit peu avec les équipes, avec les devs, avec le management, avec plein de gens, pour essayer de trouver une période temporelle qui soit la plus pertinente possible. Et après une micro-enquête qui a été très rapide, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, 1 an plus tôt, avant que j'arrive sur le projet, la direction a commencé à mettre beaucoup de pression en disant il nous faut absolument ces features-là rapidement. Donc la gestion de projet a fait en général ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là. Ils ont remis toute la pression sur les devs et arrivé ce qui devait arriver. La codebase est devenue rapidement incontrôlable. Il a fallu démultiplier le nombre de QA. Chaque évolution entraînait son lot de régression de plus en plus important. Et donc, c'était en gros 1 an avant que j'arrive. Donc, je me suis dit, je vais prendre sur cette période-là. Donc, moi, je suis arrivé sur le projet en gros en octobre 2022. Donc, j'ai pris du 30 septembre 2023, pardon. Donc, j'ai pris du 30 septembre 2022 à 2023. J'ai pris toute cette année-là. Et quand on fait un gros GitLog comme ça, vous allez voir, c'est assez beau. Alors, c'est pas super pertinent de le lire en détail, hein. Mais alors là, je l'ai anonymisé pour des raisons évidentes d'anonymat des données, histoire qu'on n'ait pas les noms des devs. Mais on a ces trucs-là qui déroulent. Et on fait, ouais, super. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Il y a quand même des choses intéressantes. On voit là-dessus qu'on a chaque commit de l'appli avec les fichiers, et puis le nombre de lignes ajoutées, supprimées sur le côté. Alors ça a l'air bien, mais à titre personnel, je ne suis pas exactement ce qu'on peut appeler une machine, donc je ne vais pas pouvoir analyser ça comme ça. Il va me falloir de la méthode et surtout pas mal d'outils pour pouvoir comprendre ce truc-là. Mais avant d'analyser ça, je me suis dit, tiens, je vais tenter une petite analyse toute bête. Je vais prendre tous mes commits, tous les commentaires de commits, je vais mettre ça dans Excel et je vais faire une petite analyse de mots-clés parce que on m'a raconté des trucs sur le projet. Là, c'est les smells qui servent à quelque chose. Je sens qu'il y a un truc à voir. Et donc, j'ai analysé mes commits. Et est arrivé ce truc-là. Et j'ai donc découvert que j'avais 12 plus 16%, en gros 28% de mes commits qui étaient juste là pour faire du merge de branches, du merge de PR. Je vous expliquerai juste après pourquoi. J'en ai 25, c'est sur du fixe. Je peux rajouter facilement les 6% de bugs. Ça fait 31% de correction de bugs. Et 3% de conflit, parce que quand on fait autant de merge, ça ne se passe pas toujours bien. Et au final, on se retrouve donc avec seulement un gros tiers, un très gros tiers, qui apporte de la valeur en termes de features et de la valeur aux clients finaux. Pourquoi ils ont ce constat-là? C'est une équipe qui s'est dit, avec toute la bonne volonté du monde, qui s'est dit, OK, on a plein d'environnements pour tester, on a du dev, on a de l'inté, on a une plateforme de pré-prod et une plateforme de prod. Et ben, on va mettre une branche en face de chaque truc, comme ça, s'il y a un bug qui arrive dessus, on peut corriger directement sur la branche et ça va plus vite. Ouais, unitairement, ça va plus vite. Ouais. Sauf que quand on corrige un truc sur la branche de prod pour livrer vite, il faut remerger en pré-prod, en inté, en dev, et puis du coup il y a des conflits parce qu'on a des trucs, enfin voilà. Et du coup il y avait un taf énorme là-dessus, et l'équipe se rendait pas compte de ce truc-là. Tout le monde était dans le mood, bah de toute façon c'est comme ça, enfin on voit pas le problème. Et moi j'ai trouvé ça important de remonter cette métrique-là pour que tout le monde prenne conscience, des devs au management, qu'il y a un effort particulier à faire là-dessus et qu'on peut pas laisser autant de choses. Je voulais repasser un peu à des analyses plus approfondies, puisque sur du texte ouvert, j'allais dire, ça va bien. Mais déjà, j'avais un premier bilan de cette première phase qui me paraissait intéressant, c'est que Git, c'est ma scène de crime, mon GitLog. Et il contient masse d'indices, en vrai, beaucoup trop. Je ne peux pas analyser ça comme ça.
Une petite étude par mots-clés, c'est toujours pertinent. Des fois, pour confirmer certaines choses ou pour trouver d'autres, ça peut être sympa. J'aurais pu choisir de faire un gros nuage de mots pour voir ceux qui revenaient le plus. J'ai choisi de faire ça, c'était mon idée du moment. Mais pour la suite, il va clairement me falloir des méthodes et des outils pour analyser le reste et arriver à en tirer quelque chose de pertinent. Mais comme tout bon enquêteur de service, j'ai besoin de repos, donc on verra ça demain. On va identifier les premiers suspects et on va utiliser des trucs qui s'appellent CodeMath, Clock. On va commencer avec CodeMath. À quoi ça sert? Alors tout simplement, CodeMath, c'est un petit outil en ligne de commande qui va analyser mon git log. C'est assez simple, je vous ai mis la ligne de commande basique, ça s'appelle avec un petit script Java. Et on lui dit, vas-y, tu me fais l'analyse du code. Donc je lui dis que c'est du Git, puisque CodeMath s'est travaillé avec plein d'autres contrôles de code source, et ils ont remonté le temps jusqu'à gérer du CVS, je crois. Et je lui dis de me mettre ça dans un fichier. Et le dernier bloc, le -a summary, c'est le paramètre, c'est l'axe d'analyse que je vais lui demander. Le summary, ça me sort juste un pauvre résumé. Très général, c'est des stats globales. Ça va me sortir le nombre de commits sur la période, le nombre d'entités qui sont concernées, le nombre de changements sur toutes ces entités, et le nombre d'auteurs. À la base, on se dit, c'est quand même pas super passionnant. Je vous spoil une partie de la fin, il y a un chiffre qui est très important, c'est le nombre d'auteurs, c'est le nombre de personnes qui ont fait des commits. Là, il y a marqué 18. Moi, quand j'étais sur l'équipe, il y avait moins de 8 devs. 18 contributeurs, contributrices différents pendant une année, avec seulement 9 à la fin. Je pense qu'il y a un problème de turnover. Malheureusement, j'y ai pas pensé à ce moment-là, mais j'en reparlerai à la fin. Mais j'aurais dû prendre ce truc-là. Au final, ce résumé, il n'est pas forcément pertinent. Moi, je voudrais un petit peu rentrer dans du détail. Je voudrais avoir des détails, un peu une synthèse sur toutes les révisions, tous les commits qui sont passés. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de la notion d'entropie logicielle. Ça parle à des gens? Ok. Donc une explication est de mise. Alors l'entropie logicielle, pour dire très simplement, c'est le terme est emprunté au domaine des sciences physiques. En gros, ça dit que plus une codebase vieillit et plus elle va cumuler de désordre. C'est dans les systèmes physiques. S'il y a des gens qui ont des enfants, si vous mettez une chambre rangée, vous laissez un enfant 3 minutes dedans, ça devient beaucoup de désordre. Vous mettez 3 minutes de plus, c'est pas 2 fois le même désordre, c'est au carré. Et voilà. Et c'est pareil pour une codebase quelque part. Donc je me dis, plus on édite, plus il y a de désordre potentiellement. Donc je vais essayer de regarder les morceaux de code qui ont été le plus édité. Et peut-être j'aurai des premières pistes qui vont être intéressantes et peut-être même des premiers suspects. Et notoirement, dans le monde de la criminalité, ce qu'on ne dit pas souvent qu'un criminel repasse toujours sur les lieux du crime. Donc on va regarder ça. Pour faire ça, je vais réutiliser CodeMath, mais je vais lui passer un autre paramètre. Je vais lui dire, cette fois, tu regardes, je ne veux pas le résumer, tu regardes les révisions. Et là, je vous ai tronqué un peu le fichier, mais ça va me classer tous les fichiers par ordre du nombre de modifs, des plus importantes au moins retouchées. Et là, je me dis, cool, j'ai des premiers suspects potentiellement, j'ai des noms de fichiers. Pour l'anecdote, c'était un projet qui était en .NET, donc globalement, en termes de langage, on a C#, TypeScript, HTML, CSS, du JS, les classiques côté front. Mais voilà, si vous voyez des CS, c'est des points C#. Et je me dis, ok, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Si un fichier est modifié beaucoup, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'évols à faire à cet endroit-là, et peut-être que ce n'est pas des fichiers qui font souffrir les gens. Donc peut-être que ça ne suffit pas en tant que tel. Je voudrais du coup cumuler ça avec une notion de complexité. Et si vous avez déjà essayé de faire des calculs de complexité, ça peut être vite complexe du coup. Et le problème là, c'est que moi je voulais calculer mes indicateurs de complexité sur l'ensemble du projet. Et ça peut être compliqué du fait qu'il y a plein de langages et plein de choses différentes dedans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme métrique de métriques simples et agnostiques de la techno pour calculer de la complexité? Quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, il se paye ma tête, c'est pas possible. En fait, il prend l'indicateur le plus simple et quelque part le moins pire pour ça. Il va juste prendre la taille de fichier. Un fichier de 60 lignes, c'est facilement maintenable. Un fichier de 4000 lignes, un peu plus compliqué. À la base, vraiment, ça me paraissait bête. Et puis en fait, il y a tous les bons critères. C'est agnostique du langage, c'est simple à calculer. Et ça reste pertinent pour une première analyse. Et puis à ce moment-là, il fallait aussi être un peu rationnel et pragmatique. Je n'ai pas encore besoin d'une métrique super fine sur la Terre entière. J'ai besoin d'abord d'identifier des suspects pour voir ce que je peux en tirer. Donc pour faire ce calcul-là, il y a un petit truc qui s'appelle clock. Une autre ligne de commande. Je lui dis, vas-y clock, tu prends mon dossier de projet, tu me classes ça par fichier. Je veux ça dans un CSV, en quiet pour pas polluer mon terminal. Et tu me mets ça dans tel fichier. Et qu'est-ce qui va me sortir? Alors clock, il est sympa, il peut calculer plein d'autres trucs, mais à la base, j'ai pris que ça. Donc j'ai mon nombre de lignes de code, j'ai le langage qui est en face, et j'ai le nom du fichier. Clock, quand il parle de nombre de lignes de code, c'est de lignes effectives de code. Là, sur cette métrique-là, j'ai choisi d'enlever les lignes de commentaires, les lignes sautées, et c'est déjà pas mal. Donc là, c'est vraiment seulement le code que j'ai. Maintenant que j'ai ça, je me dis, OK, j'ai une volumétrie, j'ai une complexité. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire un lien entre les deux facteurs. Et là, vous avez vu, ça fait 2-3 fois que je fais de l'Excel. Je suis dev, je ne suis pas chef de projet. Ça va 5 minutes. Alors, je vais tenter un autre truc. Je vais essayer de faire de la data viz. Je n'avais jamais fait de data viz. Donc, j'ai sorti un autre script. Alors, tous les scripts que j'utilise, ils sont fournis dans le bouquin, ils sont expliqués. Là, j'ai sorti un petit bout de Python. Je n'ai jamais fait de Python, ça m'a donné l'occasion de voir du Python. Je lui ai dit, tu prends mon fichier où j'avais stocké les lignes, tu prends mon fichier où j'ai stocké les fréquences, et tu me mets ça dans un gros report. Et ce report, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, comme je vous disais, on va en faire de la data viz. Et ça nous sort un truc comme ça. Si je retrouve ma souris. Alors, de loin, là, ça n'a pas l'air si passionnant, mais en gros, il faut considérer que plus le cercle est grand, plus il y a de code. Plus il tire sur le rouge, plus il y a de modifs. Et là, d'un seul coup, on a un truc pertinent. On a des suspects. On ne sait pas lesquels c'est, mais de loin, on les voit. Alors là, il y a un petit artefact, parce que ça, c'est les fichiers de traitement avec tous les scripts que j'ai malencontreusement laissés dans le même dossier. Mais en gros, mon projet, il est là. Le premier indice que ça me donne, moi, je suis un dev avec une affinité plutôt back. Donc, j'avais commencé à regarder le code par le back. Je suis meilleur en C# qu'en TypeScript, j'avais commencé à regarder ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, j'ai dû rater un truc, puisque mon code back, il est là. Mon code front, il est là. Je me suis dit, OK, j'ai peut-être bien fait d'aller chercher des données un peu plus factuelles. J'allais vraiment rater des trucs. Et alors, l'avantage de cette projection, le management va adorer ça. On peut cliquer dessus, ça zoome, on a les noms de fichiers. Hop, là, cool, j'ai un fichier. Il me semble que je l'avais déjà vu ici. J'en ai d'autres. Ah, très bien. J'ai mes premiers suspects. On peut naviguer et on peut commencer à voir des choses. Le seul problème que j'ai avec cette vision-là, c'est que, mine de rien, il y en a pas mal. Et on ne peut pas interpeller 35 suspects d'un coup. Je suis le seul enquêteur, je n'ai pas les moyens d'interpeller tout ce monde. Donc, il va falloir peut-être trouver des alibis ou en garder certains, en sortir d'autres. Typiquement, quand je regarde ici, là, il y en a un qui est tout seul dans son coin. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Alors là, on ne le voit pas. C'est un fichier CSProj, c'est les fichiers de description de projet sur un projet .NET. OK, tout va bien, un fichier CSProj, effectivement, ça bouge tout le temps. On ajoute des fichiers, on en enlève, c'est normal. On s'en fiche. Vu que je suis toujours plutôt un backeux, je vais regarder ici. Tiens, j'ai un bloc qui s'appelle optimisation. Oh, j'ai un contrôleur qui est gros comme ça. Normalement, je ne devrais pas avoir autant de code, pas autant de modifs dans un contrôleur. On ne rajoute pas des endpoints tout le temps. Ça sent, j'ai peut-être de la logique dedans. OK, peut-être je vais le garder celui-là. À côté, j'en ai un gros aussi là. Event treatment, bon, OK, ça a l'air gros. Alors c'est moins rouge, mais il a l'air plus gros. Et puis j'ai ces trois là qui sortent vraiment du lot. Peut-être bien que je vais les garder.
Donc, je passe quand même un certain temps à étudier ce truc et à en parler un petit peu au reste de l'équipe. Et à voir ce que ça donne. Donc, si je synthétise tout ça, quelque part, j'ai identifié mes premiers suspects. Je vois où ils sont. J'ai fait une analyse un petit peu quantité et complexité, et j'ai une projection visuelle qui est hyper explicite, qui me sert autant à moi pour travailler dessus, qu'au reste de l'équipe pour pouvoir communiquer dessus. Il me reste donc à passer à la suite, mais encore une fois, pas tout la même journée. Hein. On va vérifier les alibis. En fait, je l'ai fait en avance, je viens de le faire, là, tous les fichiers que j'ai un peu passé à côté. C'est un petit peu ce boulot-là. Mais on va vouloir mettre des preuves en évidence, parce que c'est pas tout d'avoir un suspect, mais il faut prouver des choses. Donc comment on fait quand on a un suspect? En général, on le fait venir au poste, quand c'est possible, et puis on va essayer de lui faire passer un interrogatoire. Et qu'est-ce que tu faisais tel jour à telle heure, et pourquoi on a trouvé toutes ces liasses de billets sous ton matelas, et que font ces armes dans ton placard? On va essayer de faire ces interrogatoires-là. Mais interroger des fichiers, c'est pas hyper parlant en fichier, hein, c'est un truc binaire sur un ordi. Il va falloir travailler un petit peu là-dessus. Ça risque d'être long et fastidieux d'aller voir chaque fichier et de noter chaque commit. Donc il va nous falloir quelque part un autre outil. On va faire encore un peu de Python. On a ce script-là, donc toujours un script qui est fourni par Adam Thornhill. On va essayer d'analyser une évolution de complexité dans le temps pour chacun des fichiers suspects que j'ai identifiés. Si vous vous rappelez, il y en avait 5. Je me dis, j'ai choisi plus ou moins arbitrairement ces 5 fichiers. Je vais donc vouloir tracer dans le temps qu'est-ce qui s'est passé sur ce fichier en termes de volumétrie et de complexité. Jusqu'ici, la volumétrie, c'était mon critère de complexité. Là, maintenant que j'ai un nombre de fichiers qui est beaucoup plus restreint, je vais pouvoir envisager quelque chose d'un peu plus fin au niveau analyse de complexité. Donc je prends la longueur, et ensuite la complexité, là, j'ai plus de temps pour la calculer, parce que j'ai moins de fichiers à passer, mais j'ai encore besoin de quelque chose qui soit relativement agnostique du langage. Et vous avez une idée du niveau de l'indicateur de complexité qu'on peut mettre en place à ce niveau-là, qui soit simple à calculer et relativement agnostique? S'il y a des gens qui ont une idée? C'est basique, hein. On prend le niveau d'indentation. Ça a l'air tout bête, mais maintenant on a des IDE, on n'est plus en 97, on a des IDE qui indentent le truc proprement. Si j'ai un if dans un for, dans un if dans un for, j'ai un fort niveau d'indentation. Et en termes de complexité, ça sent pas bon. Si j'ai qu'un niveau d'indentation par rapport à un niveau de base, c'est qu'en termes de complexité, normalement, je suis plutôt tranquille. Donc, on va lancer cette analyse-là pour chacun des fichiers. Donc il y a Script Python qui va faire le boulot. Tout ce que j'ai à lui donner, c'est le commit de départ, le commit d'arrivée et le nom du fichier. Et tu vas mettre ça dans du CSV. Et j'ai encore fait de l'Excel. J'ai fait beaucoup d'Excel, c'était terrible. Le management a adoré ça. Ça m'a permis de justifier une partie de mon TJ, mais j'aime pas ça. Donc j'ai lancé ce truc-là et j'ai commencé à avoir des résultats assez pertinents sur les premiers fichiers. On avait un fichier qui s'appelait Optimization Workspace. C'était un de mes suspects côté front. Et là, il se passe un truc relativement intéressant. J'ai une évolution du nombre de lignes de code. Bon, alors déjà, on voit que c'est des petits fichiers, hein, 4500 lignes, tout va bien. Hein, il est monté à 7000, il a réduit un petit peu. Je fais, ok, c'est pas cool. Ça a pas mal augmenté à une période, donc je pense que c'était la période d'un an, ça ressemble au milieu, du coup au bout de 6 mois, il a fallu faire des trucs là-dessus, ça a commencé à gonfler, et ça a tendance à descendre, mais c'est un peu timide. Bon, du coup, a priori, j'ai un gros fichier qu'il va falloir un peu casser, j'allais dire en deux, en 3, en 10, en 12, en 100, c'est à voir. Mais je m'en doutais avec ma première projection. Par contre, sur l'aspect complexité, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai un niveau de complexité qui est à 1, c'est-à-dire que globalement, en moyenne, sur tout mon code, là je vous ai pas mis, mais le script nous remonte
les moyennes par ligne. Là, c'est vraiment c'est la complexité moyenne du fichier, mais on peut avoir le cumul au global, ce qui fait une synthèse avec le volume du fichier. Là, moi, je voulais un truc moyen pour commencer à regarder ça. J'aurais été un bon statisticien, j'aurais fait de l'écart type, machin et tout, mais je vous raconte ce que j'ai fait, hein, pas ce qu'il aurait fallu faire, je vous l'ai déjà dit. Mais donc, sur la complexité moyenne, j'ai une complexité qui a 1, et en fait, c'est pas énorme. Et en soi, pour moi, quand j'analyse ça, c'est presque plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est juste un fichier où on a collé plein de trucs dedans. Ça ressemble clairement, en voyant ça, je peux pas vous montrer le code, j'ai des questions de droit, tout ça, le client est peut-être pas d'accord. Mais croyez-moi, ça ressemble plus à un empilement de fonctions, de méthodes, qui sont les unes à côté des autres. Et ça a l'air OK. Et en fait, ce genre de fichier-là, c'est pas très dur à simplifier. On va pouvoir grouper des choses par thématique, on va pouvoir couper le fichier en plein de sous-fichiers qui vont être un peu plus cohérents, plutôt que d'avoir tout au même endroit. Et en termes de complexité, ça ne devrait pas être trop dur. Je vais passer rapidement sur certains suivants. J'en avais un autre qui s'appelle un peu pareil, EKS003, qui a un petit peu le même cycle de vie en termes de volumétrie. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. On se retrouve avec un truc qui, cette fois, fait plus de 6000 lignes. C'est pareil, c'est compliqué à naviguer. Enfin, moi, j'ai essayé ces fichiers, c'est infernal de trouver quoi que ce soit dedans. Mais pareil, la complexité moyenne reste contrôlable. On est entre 1.4 et 1.6, c'est un peu au-dessus. Mais franchement, ça va. J'avais un troisième fichier front, exactement la même. Je fais, OK, c'est cool, le front. Pour moi qui ne suis pas fronteux, limite, ça me rassure. Il va y avoir que de la réorganisation et puis essayer de faire sortir des responsabilités un peu plus métier, un peu fonctionnelles ou parfois purement techniques et mettre tout ça dans des blocs qui vont bien et on aura des fichiers qui seront beaucoup plus navigables et ça me semble pertinent. Maintenant, je passe sur le back. Là, j'ai un contrôleur. J'ai un contrôleur qui fait 3000 lignes au départ, qui me posait vraiment souci quand je l'ai parcouru, moi, avant de faire toutes ces analyses. Et j'aurais eu tendance à râler un peu sur l'équipe, ouais, ça va pas du tout, ce truc-là, j'aurais été un peu relou, alors qu'en fait, depuis le départ, ils ont quasiment divisé le volume du fichier par 2. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de nettoyage qui est en cours. Donc là-dessus, je vais complètement changer d'axe de travail et changer de com avec l'équipe. Je ne sais pas ce que vous faites depuis tout ce temps, on va regarder, mais a priori, c'est des bonnes choses que vous êtes en train de faire, on continue. Par contre, la partie complexité, tout à l'heure, mes fichiers front, ils étaient sur un truc autour de 1. Là, on est autour de 4,5, 4,7. Et même si ça descend, ça veut dire qu'il y a une énorme complexité cyclomatique. Du coup, on a beaucoup de niveaux d'indentation. A priori, il y a trop de logique métier, il y a trop de traitement dans un contrôleur. Moi, je veux qu'on sorte ces trucs-là. Donc pareil, il y a une dynamique qui est a priori plutôt descendante, mais ça a l'air d'être un peu au niveau plancher. Quoi qu'il ait été fait, c'est pas mal, mais il va falloir aller plus loin. Et le dernier, c'était mon gros suspect back qui s'appelle Event Treatment. Alors celui-ci, il bouge pas trop, il y a une espèce d'artefact statistique à la fin que j'ai pas cherché à analyser, on l'a ici et ici. Ça sent on fait un truc, non, on rollback, c'est pas ça qu'on voulait. Mais on se retrouve quand même avec un fichier de plus de 5000 lignes et un niveau d'indentation moyen à 5. C'est-à-dire que dans une fonction, je vais avoir if, for, if, for, if. Personne ne veut toucher du code pareil. Hein. C'est juste... allez, on en enlève un, il y a un try-catch autour. Mais personne ne veut toucher un truc comme ça. Bon, celui-ci, je ne vous cache pas, vu mon passif back, j'avais vu qu'il fallait le cramer, ce fichier-là. Je le savais. Mais là, au moins, j'ai une analyse pertinente qui me permet de dire aux équipes, voilà, on va pouvoir avoir ces axes-là. Si je fais un peu ma synthèse de toutes ces analyses, de tous ces interrogatoires, à la base, j'avais éliminé mes faux positifs, ceux qui ne me semblent pas pertinents, mais peut-être qu'ils le seront à un autre moment. Et j'ai aussi mes premiers axes de travail. Travailler à splitter des fichiers, travailler à réencapsuler des choses, à réduire de la complexité. Et j'ai envie de dire, prévenons contre Scotland Yard, on a des suspects, on a l'interrogatoire à prouver qu'ils avaient plein de choses à se reprocher, donc, go. Demain, j'appelle Scotland Yard et on les passe en zonzon.
pire, ça se trouve, ils travaillent en bande organisée, alors que moi, comme une andouille, je les traque un par un de manière isolée. Et si mes fichiers ne devaient pas être pris individuellement, mais plutôt avec d'autres? Et que certains problèmes, c'était peut-être des conséquences de problèmes plus larges. Je vais reporter mon appel à Scotland Yard, j'ai besoin d'en avoir le cœur net, de voir si j'ai pas une forme de couplage. Donc pour ça, j'ai ressorti mon premier outil. J'ai ressorti CodeMath. Et je lui ai changé le paramètre de la fin. Plutôt que j'avais testé avec Summary, j'avais testé avec Révision. Bah là, je vais lui dire, fais-moi une analyse de couplage entre les fichiers. Ce qu'il va faire CodeMath, là, c'est qu'il va prendre chacun des fichiers et il va regarder pour chaque fichier, avec qui il a été commité. Et il va faire des analyses de fréquence, comme ça, à chaque fois qu'un fichier est commité en même temps qu'un autre. Et j'ai remonté ces trucs-là. Ça, c'est mon couplage front. C'était prévisible, vous allez voir. J'ai mon S3 Optimization Workspace Component, qui est souvent couplé, du coup commité, avec mon S05. En gros, à 65%. C'est-à-dire que j'ai 65% de commits, où quand j'ai le premier, j'ai le deuxième qui vient avec. Et pareil pour en dessous. Alors vous me direz, t'es pas malin, gars, ils ont le même nom. Oui, j'aurais pu le voir. Ça se voyait un peu, mais c'était pas forcément si simple que ça à identifier. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion de cette analyse-là? Encore une fois, moi j'ai l'habitude de toujours repartir du métier, du business du client. Pourquoi on a ça? Tout simplement, S003, S005, c'est les codes pays des marchés qu'adresse le client. Du coup, quand je vois ça, je me dis, j'ai deux solutions. Soit j'ai des fichiers qui s'appellent les uns les autres, et dès que j'en touche un, ça casse à côté et il faut le retoucher. Soit, beaucoup plus probablement, avec ce que je vous ai dit d'un point de vue métier, j'ai trop de trucs dupliqués, genre, ah, on a fait cette modif pour ce pays, attends, est-ce que ça, il faut le faire pour l'autre? Oui, si, en fait, vas-y, il faut le faire pour l'autre, il y a des règles en commun. Et puis, celui qui est pas préfixé, c'est le général, parce que le premier marché était le marché français. On a fait des modifs sur l'un. Ah, mais attends, faut le modifier pour l'Australie, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, tout ça. En général, c'est ce qui se passe. Ce que ça me raconte de ça, c'est qu'à la base, les premières analyses que j'avais faites, je disais « Ok, on va prendre ces fichiers, c'est super, on va les couper et ça va se réorganiser très bien. » Sauf que si je fais ça, je vais me retrouver avec encore plus de duplication. Puisque là, je pars sur le postulat que c'est de la duplication. Spoiler, ça en était un. En fait, il ne faut pas que je travaille sur ces fichiers un par un. Il faut que je les prenne tous ensemble. Il y a très certainement plein de choses en commun et il va falloir isoler ça. Et il va falloir encapsuler aux bons endroits les règles spécifiques de chaque métier, de chaque secteur, de chaque pays, pour avoir quelque chose de plus cohérent. Ce qui doit être commun doit rester commun et il n'y a pas de problème avec ça. Et dès que ça diverge, il faut pouvoir sortir ça pour chaque marché. Et ça, c'était vraiment plutôt une grosse surprise au début, parce que vraiment, je partais à faire des tâches, voilà, la semaine prochaine, on peut commencer à tacler un premier fichier, et puis un deuxième. Non, là, on va faire une tâche, on va ouvrir Jira, et on va faire une tâche, et puis on va mettre tout ça dedans. Genre, est-ce qu'on peut pas trouver des éléments communs pour les faire sortir des règles métiers qui sont spécifiques à chaque secteur, et ce qui est général. Ça, c'était pour mon couplage front. Mais j'ai fait la même sur le côté du back et j'ai eu d'autres conclusions totalement différentes. Globalement, c'est tout mon event treatment qui est ressorti. Et le couplage était moins important. Je suis plus à des couplages d'ordre 40%, mais ça fait quand même quasiment la moitié des commits. Et là, ça m'apprend d'autres trucs. Mon event treatment, c'est ce qui est, alors d'un point de vue architecture, c'était une tentative de faire du MVC avec du 3 tiers, qui était pas, je suis pas très fan de Starchi, mais c'était pas super bien fait non plus. Et là, mon event treatment, qui est censé être donc mon bloc de service, il est ultra couplé à mon contrôleur. Et ça me plaît moyennement, c'est-à-dire que mon service, il est censé porter mon code métier, ma logique métier. Quand je le modifie, je ne dois pas avoir besoin de modifier mon contrôleur. Mon contrôleur, lui, il a son endpoint, il a son contrat qui sert au front. Normalement, je ne dois pas avoir à modifier ça aussi souvent. C'est un premier problème. Ça vient se confirmer par ici. Simulation Web Model, ça, c'est vraiment la partie modèle de mon MVC. Ça a l'air de sous-entendre que dans ma couche service, ma couche métier, je prépare au moins une partie de mes modèles qui sont utilisés par mon contrôleur d'API. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Gérer les web modèles, c'est le boulot vraiment sur la partie front.
ça sert qu'au contrôleur, ça ne doit pas intervenir dans la partie métier. Donc ça, il va falloir splitter ces trucs-là. Mais le pire reste à venir. Il y a des devs .NET dans la salle? Ouais, pas beaucoup. Ouais, il y en a, mais pas beaucoup. Des vieux devs .NET, parce qu'il faut savoir ce que c'est, ces fichiers-là. En général, en fond conf, la plupart des gens ne savent pas. En fait, les EDMX, le diagramme et le fichier EDMX, c'est l'ancien format de description de Entity Framework, c'est l'ORM de Microsoft, l'ORM historique. Donc là, je suis en train de voir que quand je fais des modifs dans mon métier, j'ai très souvent des modifs de ma base de données qui vont avec. Et ça ne me plaît pas non plus. C'est-à-dire que mon bloc de service, non seulement il se colle des dépendances avec le front, avec son API, mais en plus il se colle des dépendances avec la base de données. Et ça ne me plaît vraiment pas. Par contre, ça fait totalement sens. J'avais un niveau de complexité qui était stratosphérique, c'est-à-dire qu'au même endroit du code, on va faire des traitements métiers, on va appeler la base de données, on va transformer les données en des entités métiers ou réutiliser celles de l'ORM, et en plus, on va les retransformer en web model, on fait tout au même endroit. Et ça, c'est catastrophique en termes de complexité. On va essayer de séparer les responsabilités de chaque chose. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, un nouvel axe de travail. Donc je supposais fortement qu'il y ait ce type de boulot. Mais ça m'a permis d'affiner ce truc-là. Un petit peu, pour résumer ce truc-là, c'est que je constate que certains points chauds, alors ça c'est un terme, j'aurais dû ramener ça dès le début, Adam Thornhill appelle ça des hotspots, c'est des points chauds, c'est juste les points rouges sur la data vis qu'on a vu. C'est les points qui vont attirer l'attention et qui sont a priori tendus. Du coup, il ne faut pas les traiter seuls, il vaut mieux traiter ça comme un ensemble. Et c'est une règle qui est quand même assez générale dans le monde du dev, traiter des trucs trop unitairement, des fois, on perd de vue la finalité globale de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que j'ai fini mon enquête? Ouais, non. On va résumer ça un petit peu. Je vais parler un peu de démarche globale en version très simplifiée. D'abord, je cherche des indices. J'identifie ma scène de crime, je cherche des indices. Ensuite, je fais émerger des suspects. Et après, j'essaie de les confronter aux preuves. Par façon de parler, je leur fais passer un interrogatoire, j'essaie de voir. Et après, il faut itérer. Là, je vous ai présenté une seule itération. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au départ, je vous ai dit que j'avais pris une période de temps d'1 an. Si j'avais fait la même analyse sur les 6 derniers mois, sur les 6 premiers mois de la période de 1 an, si j'avais pris les 5 années du projet, qu'est-ce qui me permet de savoir que j'aurais eu les mêmes évidences? J'aurais probablement eu d'autres axes de travail, d'autres problématiques qui seraient remontées. Et j'ai même envie de dire mieux, la dimension itérative me paraît vitale quand on a ce type de projet. C'est ces analyses-là, de les faire tourner à minima tous les 2-3 mois. Ce projet-là, c'était un projet agile classique, donc qui partait en prod tous les 4 mois. J'aime bien que ça fasse rire ceux qui... Ça me rassure. Donc je me disais, à chaque release en prod, je pense qu'il faudrait relancer ces analyses-là sur, en gros, la macro-itération qu'on vient de passer depuis la dernière MEP. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des enseignements à tirer? Après ça, au départ, je disais que je voulais amasser de la donnée de façon plus objective. Et quelque part, c'est ce que j'ai pu faire. Les données sont venues en renfort de mes semelles, sont venues m'apporter des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Mais attention au biais. À un moment, j'ai dit, j'étais content, ça confirme ce que je pensais. Ça s'appelle le biais de confirmation. Je cherchais un truc, je l'ai trouvé. Vouloir amasser de la donnée de manière objective, c'est une espèce de chimère. Il faut prendre vraiment garde à pas orienter la donnée qu'on récolte pour aller ce vers quoi on pense qu'il faut aller. C'est un truc super important. Ça pourrait faire le sujet d'un autre talk là-dessus, complet. Mais vraiment faire gaffe à ces biais-là. Il y a trop de choses où je me doutais que j'allais trouver ça, j'étais content, je trouvais. Mais en prenant peut-être plus de recul et en faisant des analyses plus régulières, je pense qu'on peut passer au-delà de certains biais, à condition de prendre au sérieux certains candidats. Pareil, j'ai enlevé certains suspects, peut-être je me suis trompé, peut-être qu'il n'aurait pas fallu les mettre de côté.
Est-ce qu'on veut aller plus loin? Comme je vous l'ai dit, c'est un Rex qui est parcellaire. Là, il y a un bouquin qui fait à peu près 250 pages. Je pense que j'ai exploité, dans ce que je vous ai montré, j'ai exploité 60-80 pages de ce qu'il a à offrir. Donc j'ai envie de dire, lisez le bouquin. J'ai pas d'action dans sa boîte, mais la démarche me paraît super intéressante. Dans les choses qui sont abordées dedans, dont j'ai parlé au début, quand je vous disais qu'il y avait 18 personnes qui avaient proposé des commits sur la codebase et qu'il n'y en avait que 9 au final, en fait, il y a tout un chapitre sur l'analyse sociale de l'équipe à travers ce prisme-là. Typiquement, s'il y a une personne qui, depuis 3 ans, édite les 15 mêmes fichiers que personne d'autre y touche, va falloir prier qu'il ne claque pas sa dème du jour au lendemain ou qu'il ne se prenne pas un bus, sinon plus personne ne pourra maintenir ce truc-là. Et il propose énormément d'analyses là-dessus pour voir les dépendances d'équipe. Il y a vraiment plein de choses qui sont hyper intéressantes. Il propose d'autres analyses pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'architecture d'un point de vue général. Donc, lisez le bouquin. Là, j'ai une V1. Il y a une V2 qui est sortie il y a 6 mois, qui a un peu revu, augmenté. Il a mis à jour tous les scripts, il a mis à jour CodeMath, il a mis à jour les scripts Python. Mais pour moi, ça vaut vraiment le coup. En conclusion, je ne me suis pas présenté. Pumpkin Dev, c'est le nom de ma boîte et du podcast que j'anime depuis bientôt 5 ans. Je suis freelance, je suis développeur, je suis coach craft. Mes quelques réseaux si vous voulez venir en causer un peu plus. Ici, il y a un QR qui vous amène sur mon GitHub où j'ai un README, je synthétise dans l'ordre tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il y a tous les détails, tous les petits écueils, puisque j'ai pris des écueils parfois un peu bêtes. Les scripts qui sont prévus pour tourner sous Linux quand on les lance sous Windows avec les slash, les backslash, tout ça, je me suis cassé la tête pour pas grand-chose. Je suis preneur de vos feedbacks avec le lien OpenFeedback qui est ici. J'ai quand même 2-3 remerciements à faire. Adam Thornhill pour ce bouquin qui, moi, m'a révolutionné plein de choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Romain Berton, Adrien Turpin, c'est des potes de Lyon qui m'ont fait découvrir ce bouquin. Un grand merci à eux. Donc il y a de nouveau le lien vers le GitHub. Il y a le lien vers le GitHub de Romain qui lui a fait tous les exercices qui sont proposés dans le bouquin. Le GitHub d'Adam Thornhill avec les sources de CodeMath, le lien vers le bouquin en seconde version, et aussi CodeSyn, en fait c'est la boîte d'Adam Thornhill. Moi je vous invite à lire le bouquin, à comprendre un peu la mécanique et le mode de réflexion qu'il y a derrière. Si vous avez la flemme, vous pouvez payer, il propose ça en SaaS. Moi j'incite vraiment à commencer à essayer de le faire soi-même à la main. C'est de la ligne de commande, donc c'est automatisable. Ça peut se faire. Sachant que pour qu'il travaille sur votre codebase, il faut lui laisser un accès à votre Git, et je sais qu'il y a des clients qui ne seraient pas trop chauds pour ça. Mais donc voilà, tout ce que je peux vous donner. Il nous reste 4 minutes si vous avez 2-3 questions. Merci.